Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie de mon top 52 de mes héros et héroïnes DC Comics préférés. Et ce coup-ci, on va commencer avec le numéro 42, c'est-à-dire avec le numéro qui aurait dû être le premier si jamais on n'avait pas été justement dans un top 52, un top élargi, pour faire un petit peu référence et plaisir à DC Comics, puisque ça reste quand même toujours mon univers de cœur, et mon univers de cœur à cause de ces super-héros et de ces super-héroïnes, donc forcément c'est un peu pour ça que j'avais envie d'en faire un peu plus ce coup-ci. Et on va commencer de suite avec le numéro 42. Numéro 42, Atom. Alors, laissez-moi vous parler d'Atom. Enfin, pas des atomes au sens physique-chimie, ou de tous les personnages qui ont porté le nom d'Atom dans l'univers d'ici, parce que sinon je dois vous parler de la personne de petite taille qui tape fort dans les années 40, ou encore d'Adam Cray qui a volé la ceinture d'Atom, ou encore d'Atomica, l'espionne doublement traîtresse. Bref, non, j'ai pas envie de parler de ces gens-là. Non, laissez-moi vous parler de deux personnages, Ray Palmer et Ryan Choi. Ray Palmer est la réinvention, mais seulement de nom, d'un personnage des années 40, donc le personnage de petite taille qui s'appelait tout simplement Hal Pratt, et qui a lui sa propre lignée de super-héros, ce qui porte des noms aussi divers que Nuclon ou Atom Smasher aujourd'hui. Donc du coup c'est pour ça que je fais vraiment une différence, malgré le fait que ce soit une réinvention. Non, parce que quand on a réinventé Atom pour les années 60, on a juste pris le nom Atom, et du coup on a fait du personnage un scientifique. Ray Palmer qui pouvait devenir incroyablement petit, jusqu'à avoir la taille même d'un atome. C'est bien fait quand même la vie. Il faut savoir qu'il s'agit donc avec Flash et Green Lantern en fait de l'un des tout premiers héros de l'âge d'or qui sont réinventés à l'âge d'argent. Et d'ailleurs, un peu comme Green Lantern, il efface toute notion d'héritage avec son homonyme de l'âge d'or. Ray Palmer, c'est un professeur et un physicien à l'académie d'Ivyton qui veut juste apprendre à compresser la matière pour résoudre le problème de la faim dans le monde. Et tout simplement en facilitant le transport de denrées en utilisant la masse d'un type d'étoile qui s'appelle des naines blanches. Au début, il a une lentille qui lui permet de rétrécir les objets, mais problème, les objets ont tendance à exploser quand il les fait rétrécir. Vous avez vu Chérie, j'ai rétréci les gosses? Oui voilà, boum la pomme. Allez, bon sang, vas-y, rétrécis. Seulement, un jour qu'il fait de la spéléologie avec sa petite amie Jean Loring, ils sont enfermés dans une grotte, et leur seul espoir de sortie, c'est que l'un d'entre eux finalement se fasse miniaturiser. Oui, le même procédé instable qui fait exploser les objets. Mais Ray essaye quand même sur lui, avec l'aide de son anneau de fiançailles qu'il comptait proposer à Jean, et finalement il réussit à se miniaturiser, apparemment dû aux radiations spéciales qui se trouvent dans cette grotte. Et puis après, une fois qu'ils sont sortis, en fait Ray ne réussit pas à reproduire les conditions spéciales qui lui ont permis de ne pas exploser. Du coup il peut pas faire miniaturiser les objets et tout ce genre de choses, il peut juste se miniaturiser lui et lui tout seul. Du coup, il décide de devenir un super-héros. C'était la mode à l'époque. Et le voilà donc qui vit ses aventures dans sa ville d'Ivyton, un héros à la taille atomique, voire subatomique, c'est-à-dire encore plus petit qu'un atome, qui voyage dans les réseaux téléphoniques via les câbles. Et c'est une super idée, ça, visuellement. Et le héros est à la page, il vit des histoires d'espionnage, que ce soit de l'espionnage industriel ou de l'espionnage genre sécurité nationale, et c'est une excellente période du personnage à lire. Mais bon, c'est aussi un scientifique, donc on a aussi des menaces surnaturelles ou aliens, on a par exemple le vilain Chronos, qui remonte le temps en tête de liste. Et bref, ça devient un membre important de la Ligue de Justice, Atom, et il rencontre un de ses meilleurs amis là-bas en fait, Hawkman, avec qui il aura toujours une relation privilégiée, et d'ailleurs ils auront même un titre, alors certes avec peu de numéros, mais ils auront un titre à eux deux qui s'appelle Atom and Hawkman. C'est difficile de faire plus clair. Mais voilà, tout n'est pas rose pour Ray Palmer, et après avoir divorcé, et donc par état de fait était l'un des premiers super-héros à avoir divorcé, tout simplement il décidera de se retirer du monde et de devenir en fait un barbare de petite taille dans les années 80 dans les mini-séries qui s'appellent Sword of the Atom. Il y fait donc la rencontre d'une tribu de toute petite taille, et il devient donc le prince consort de ce peuple, les Morlaydens, qui vivent tout simplement dans une jungle d'Amérique du Sud, auprès de la princesse Lightwing.
Ray Palmer, dans ces années-là, il est vraiment parti pour ne plus jamais retourner dans la société. Hein. Il a laissé son costume et le nom d'Atom, en fait, au nouveau mari de Jane Loring, qui n'en fera rien et qui se fera même voler le costume par Adam Cray, qui est un type plutôt vilain, en fait, qui se fera connaître, en fait, surtout via la Suicide Squad. Et bah, comme Atom est parti, il y a en fait un de ses amis qui écrit sa biographie, et du coup, l'identité secrète d'Atom, Ray Palmer, elle est désormais connue de tous. Mais lui, il s'en fout. Il vit dans la jungle. Il vit dans la jungle, c'est une tribu miniature. Autant vous dire qu'il en a rien à carrer. Seulement, eh ben, le problème, c'est que ce peuple se fera totalement annihiler. Et du coup, en fait, Ray sort en fait, de sa retraite miniature en fait, pour aller les venger. Il se trouve qu'en fait, c'est des anciens de la CIA en fait, qui ont détruit cette tribu, tout simplement pour pouvoir récupérer Atom et le forcer à revenir travailler avec eux. Non, ça marche pas très bien comme moyen, hein, parce que bah, ils sont tous morts, hein, voilà, ils étaient juste fait que le mettre en colère. Bref, les histoires d'espionnage, comme je vous l'ai dit, c'est jamais bien loin avec le personnage. Bref, il va vivre pas mal de péripéties, comme par exemple redevenir un adolescent dans les années 90 et donc du coup intégrer les Teen Titans, parce que quand t'es un adolescent dans les années 90, tu vas chez les Teen Titans, c'est comme ça. Il y a son ancienne femme, Jean, qui va vouloir tuer d'autres êtres proches des autres super-héros pour en fait pouvoir tenter de se rapprocher de lui, hein, au lieu de lui payer un resto comme tout le monde. Voilà. Bref, c'est pas la meilleure période hein, pour lire du Atom, je vous le cache pas. En fait, c'est triste à dire, mais Atom, on l'utilise pratiquement plus en fait en écriture à ce moment-là. Un des gros problèmes en fait pour lui, c'est qu'un de ses gimmicks, vous savez, les câbles téléphoniques, bah en fait, on ne les utilise pratiquement plus nous dans la vie de tous les jours. Parce que oui, maintenant on a des téléphones portables et qui dit portable dit bah plus de câbles, donc on peut plus voyager avec. Alors à un moment, il a bien utilisé les câbles en fait d'internet, voilà, en utilisant donc les câbles Ethernet et tout ça. Mais du coup, ouais, l'arrivée de la Wi-Fi, qui encore une fois a enlevé tous les câbles, elle lui a cassé son gimmick le plus reconnaissable, et très peu de gens utilisaient vraiment Atom, hein, du coup, à cette période. Ce qui est triste, parce qu'un personnage de petite taille, mine de rien, c'est toujours utile dans un scénar. Et en plus, Atom, bah, il est vachement plus sympa qu'à Hank Pym, par exemple. Et quand un personnage ne marche pas, bah, on tente de le rendre pertinent à nouveau, parfois en changeant la personne sous le costume. C'est ce qui arrive en 2006 avec l'arrivée de Ryan Choi, qui était un étudiant en physique à Hong Kong, qui avait autrefois l'habitude de discuter avec Ray Palmer par courrier. Et donc du coup, il devient un tout jeune professeur à Ivyton, dans l'espoir de pouvoir renouer en fait un petit peu avec justement Ray Palmer. Et du coup, en fait, il se retrouve à reprendre le rôle d'Atom dans une très bonne série de Gail Simone nommée All New Atom. Malheureusement, les deux personnages resteront dans une relative obscurité hein, ces dernières années, même avec le reboot des New 52, qui ne les utilise qu'assez peu. Et c'est bien dommage, hein, parce que c'est un peu ce manque d'utilisation qui fait que le personnage est assez bas dans le classement, alors que bah, moi j'adore son principe. Mais bah, il manque cruellement d'apparitions marquantes. C'est pourquoi il traverse les infinités subatomiques seulement à la 42e place de Stop. Numéro 41, Arak. Alors, il m'est déjà arrivé, souvent dans ces tops, hein, de mettre des personnages d'une seule série, parce que bah, j'ai des séries coup de cœur, tout simplement. Et c'est encore le cas aujourd'hui avec Arak, le fils de la foudre. Alors c'est une série assez peu connue, mais il s'agit pour moi d'un vrai coup de cœur. Hein. Ça, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Arak, c'est la création de Roy Thomas, qui a écrit beaucoup de Conan le Barbare chez Marvel. Arrivé chez DC, on lui demande plus ou moins de recréer quelque chose du même acabit, mais Roy Thomas arrive, avec quelques amis et sa femme, à faire quand même une série un peu plus originale. Déjà, nous ne sommes pas dans un temps mythique avant l'histoire telle qu'on la connaît, non. Nous sommes aux alentours des années 800. Nous nous inscrivons dans l'histoire. Il se trouve qu'Arak est un natif d'Amérique, un Amérindien. Et très jeune, en fait, il a été retrouvé par des Vikings après la destruction de sa tribu d'origine par une tribu adverse qui adorait, elle, le dieu serpent. Ramené en Scandinavie, le jeune Arak a grandi en viking et passe plusieurs numéros en fait comme une version Mohawk viking de Conan. Voilà, bon déjà c'est pas mal. Ce n'est qu'après plusieurs aventures qu'il va apprendre la vérité de la bouche des moires grecs. Il est en fait le fils d'un dieu, Ino, le dieu de la foudre, qui en fait avait secouru la mère d'Arak de l'attaque d'un dieu serpent, justement. Et donc, ce faisant, en fait, les deux se sont aimés, et bah du coup, il est le fils du dieu de la foudre, c'est techniquement un demi-dieu selon la mythologie grecque. Et de là, Arak, tout simplement, il va continuer son périple en fait autour du monde, passant par la cour du roi Charlemagne, Byzance, Caté la Blanche,
c'est plus ou moins la Chine, jusqu'à pouvoir retourner en fait à la fin de sa vie au pays où il est né, le Nouveau Monde, où finalement il va mourir paisiblement. Car oui, Arak a une fin. Une belle fin même, hein, même si elle ne se situe pas dans les pages du titre Arak, mais dans quelques petites bakichou ici et là. Et déjà, le fait d'avoir une fin, ça le met un peu hors du lot de beaucoup de personnages de comics, hein, qui souvent continuent leur combat incessant contre le mal, sans jamais vraiment voir le bout. Mine de rien, avoir une fin, ça a fait beaucoup de bien à Arak. Connaître son ascendance aussi, parce qu'il va sortir de l'ombre de Conan assez vite et devenir son propre personnage, fièrement attaché à ses amis comme la guerrière Valda ou encore Satyricus, le dernier satyre vivant. Ses aventures sont attachées à notre monde, mais bon, certes quand même une version mythifiée de notre monde. Bref, c'est lire du Prince Vaillant, mais du Prince Vaillant des années 80. Et Arak a donc une place très particulière dans mon petit cœur, mais pas vraiment dans l'histoire du comics, hein, ça faut le dire. Et il est très largement oublié, et j'aurais d'ailleurs préféré qu'il reste très largement oublié, plutôt que DC n'exhume ses restes en 2015 pour en faire Telos, un vilain robotique ressuscité par Brainiac pour le très oubliable et en partie oublié Event Convergence. Et malgré cet affront, je garde d'excellents souvenirs du personnage. Contrairement à plein d'autres persos, je ne souhaite pas forcément retrouver Arak dans de nouvelles aventures. Mais il m'est tout aussi impossible de ne pas le mentionner ici, et c'est donc comme ça que le Fils de la Foudre se retrouve à la 41e place de Stop. Numéro 40, Ragman. Ragman est lui aussi un personnage obscur de l'univers DC, mais extrêmement intéressant. Créé en 1976, Rory Regan est un vétéran du Vietnam qui travaille avec son vieux père, en fait, un prêteur sur gage. Un jour, alors que Rory est absent, son père et quelques amis à lui découvrent dans un vieux matelas mis en gage 2 millions de dollars. Et comme tous les gens qu'ils découvrent en fait se sont tout simplement trop vieux pour en profiter, ils décident tous de garder cet argent pour le donner à Rory. Noble sentiment, mais bon, vous vous en doutez, l'argent il vient pas de nulle part, hein. En fait, il provient d'un casse, et tout simplement, les bandits ils reviennent pour aller chercher l'argent qu'ils ont caché, et ils torturent les petits vieux avec des câbles électriques pour savoir où a été planqué l'argent. Et c'est alors que Rory revient, qui essaye de sauver son père et les autres. C'est alors qu'un dernier choc électrique intervient qui tue son père et les autres vieux autour de lui, et qui rend Rory en fait inconscient. Et donc du coup, dans la décharge électrique, Rory récupère les capacités et l'expérience des personnes qui sont mortes pendant ce choc. Donc il gagne l'agilité d'un acrobate, les réflexes d'un boxeur et la force d'un monsieur muscle. Et donc en se réveillant dans la boutique nommée Rags and Tatters, il découvre un costume que son père lui avait cousu, en fait à partir de vieux bouts de tissu qu'il avait récupérés ici et là. Et donc il va décider de porter ce costume afin d'aller venger son père et ensuite d'aller punir le mal. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux comme histoire d'origine, mais le costume est assez classe, le principe d'une figure en haillons qui vient combattre l'injustice, ça marche bien. Bon, malheureusement la fin des années 70 c'est une année très compliquée pour DC, c'est celle de la DC Implosion, comme déjà mentionné dans la vidéo précédente pour Firestorm. Donc la série s'arrête donc très rapidement, mais le personnage continue d'apparaître ici et là, et continue donc à tenir le monde piété de feu son père, et va même sauver Batman. La classe. Puis l'univers d'ici est rebooté suite à Crisis on Infinite Earths dans les années 85-86. Et là, Ragman n'apparaît plus pendant quelques années. C'est en 1991 que Case Giffen crée une version modernisée du personnage, inspirée du mythe du golem de Varsovie, et notamment de son adaptation en film par Wegener et Galin. Ici, Rory se voit confier la tunique du Ragman, un objet mystique qui a déjà connu plusieurs possesseurs et qui a pour particularité d'absorber les âmes. Pour les rôlistes, oui, c'est une veste Vorpal. D'ailleurs, celui qui porte la tunique est attiré par les âmes noires et est poussé à les attaquer pour les absorber. D'ailleurs, chacun des tissus qui composent le costume, c'est une âme qui a été absorbée par le dit costume. Bref, c'est clairement un ajout de taille pour donner un peu de poids au personnage et de la profondeur mythologique. D'ailleurs, l'idée derrière tout ça, c'est qu'en fait, les âmes à l'intérieur de la tunique doivent donner leur force au possesseur de la tunique, au Ragman, pour en fait pouvoir accéder à la rédemption et donc pouvoir éventuellement aller au paradis, ce genre de choses. Bref, c'est un super motif scénaristique, je trouve. Et en tant que nouveau Ragman, Rory nettoiera un peu son quartier de Gotham et aussi un peu la Nouvelle-Orléans. Et surtout, il va se retrouver dans beaucoup de séries magiques, qu'il s'agisse de poutrer du démon dans Day of Vengeance ou de participer à l'équipe protectrice du Shadow Pack, Ragman répondra présent.
Bon, rien de bien étonnant de le voir apparaître encore aujourd'hui dans les pages de la Justice League Dark, une équipe dédiée à la magie et sorte de nouvelle version justement du Shadow Pact. Ragman est marquant par son apparence et ses pouvoirs qui sont un peu du spawn avant l'heure, et je ne cesserai jamais d'aimer ce personnage, même si ses apparitions sont, avouons-le, plutôt maigres. Après tout, il est très occupé à être à la 40e place de Stop. Numéro 39, Détective Chimp. Ah, Détective Chimp. J'ai une grosse affection pour les animaux en général, et pour tout vous dire, Crypto le chien, en fait, a été à ça d'apparaître dans le top. Préparez-vous à le voir dans les mentions honorables. Mais là, on est là pour parler de Détective Chimp, le chimpanzé super intelligent toujours dans le coin quand on parle magie en ce moment. Mais qui traîne dans l'univers DC depuis longtemps, et a mine de rien une évolution assez intéressante. Le personnage est apparu en 1952, dans le numéro 4 d'une anthologie animalière qui s'appelle Rex the Wonder Dog, où en fait, le chimpanzé est témoin d'un meurtre et fait tout son possible pour que le meurtrier soit découvert. Il apparaîtra de nombreuses fois dans ce titre, et c'est encore aujourd'hui son plus grand nombre d'apparitions dans un seul titre. C'est un chimpanzé assez rusé, certes, mais totalement banal, qui a le nom de Bobo, et ses aventures sont plutôt comiques et pas excessivement sérieuses. Sa dernière apparition dans ce rôle-là date de 1959. Et nous ne le reverrons plus jusqu'en 1981, où dans le DC Comics présente numéro 35, le personnage va revenir et rencontrer enfin le personnage phare de la série dont il faisait partie, Rex, le Wonder Dog. En effet, dans cette histoire, les deux font un espèce de team-up, où en fait ils vont chasser des vilains, mais Rex en fait accuse un peu son âge et s'effondre d'épuisement dans la jungle. Bobo va donc lui chercher de l'eau et va en profiter pour boire un coup aussi. Et ils sont loin de le savoir sur le moment, mais en fait ils viennent de boire à la fontaine de Jouvence. Et les deux tout simplement sortiront changés. Et si Rex apparaît encore de temps en temps ici et là, c'est vraiment Bobo qui va se tailler la part du lion de ce changement. Désormais un peu magique à cause de l'eau qu'il a bu, il va apprendre petit à petit en fait à parler, à trouver son ancien nom ridicule et donc va insister pour qu'on l'appelle Détective Chimp. C'est ainsi qu'on le retrouve par exemple en tant qu'employé du bureau des animaux augmentés, dans les titres Flash et Green Lantern, dans l'histoire Gorilla Warfare. Rex est bien sûr toujours là dans le coin à ce moment-là. Mais voilà, le propriétaire de Chimp, Fred Thorpe, meurt. Et donc du coup, le détective Chimp se dit je vais ouvrir ma propre agence de détective. Et au début, ça semble plutôt bien marcher, parce que par exemple, on voit Martian Manhunter qui va s'y rendre. Mais le problème, c'est que ça va pas super bien marcher dans le temps, parce que c'est toujours un chimpanzé, et donc il a pas d'existence légale aux yeux du gouvernement et de la justice, et donc du coup, petit à petit, il sera obligé de fermer son agence devant des factures en retard de paiement, parce qu'il n'a pas le droit de payer parce que c'est un singe. Se sentant rabaissé et oublié, il va du coup plutôt se réfugier du côté magique, plutôt que son côté détective, qui vient de lui causer pas mal de problèmes. Et donc du coup, il devient un bon gros fumeur alcoolique à l'Oblivion Bar, le bar où se retrouvent pratiquement tous les sorciers, sorcières et assimilés de l'univers DC. Mais voilà, Infinite Crisis est sur nous et le spectre, être cosmique surpuissant, a été corrompu par Eclipso et cherche à détruire la magie et tous les êtres magiques. Tout le monde cherche donc à l'arrêter, surtout à l'Oblivion Bar, vous vous en doutez. Et le Phantom Stranger, toujours lui, monte une équipe avec des personnes magiques peu mis en avant, comme Ragman, et Détective Chimp. S'en suivra donc une très bonne série que j'aime beaucoup, Shadow Pact de Bill Willingham, oui, le scénariste de Fable. Et à partir de là, Détective Chimp est plus populaire qu'il ne l'a jamais été. Il commence à apparaître un peu partout et à connaître un petit succès. Shadow Pact va peu à peu évoluer en un autre titre nommé Justice League Dark, moins poétique mais sans doute plus vendeur au niveau du marketing. Et aujourd'hui, le personnage a une cote de popularité existante. Et déjà, c'est magnifique, parce qu'il revient de très très loin. Je veux dire, c'est un personnage qui a commencé extrêmement différemment de ce qu'il est aujourd'hui, qui a connu de multiples réécritures de ses origines, que ce soit des expériences extraterrestres, une naissance à Gorilla City ou encore un passage dans la société secrète des Croatoans. Bref, c'est un personnage qu'on a sacrément bavé pour arriver tout simplement dans les personnages aimés des lecteurs et à la 39e place de Stop. Numéro 38, Cyborg. Cyborg, de son vrai nom Victor Stone, avait beaucoup de choses pour lui. Je veux dire, il a une carrière sportive à l'université, il est très intelligent et il est même plutôt beau garçon. Bon, il y a bien le léger problème de ses parents qu'il n'aime pas vraiment, surtout depuis qu'il leur a servi de cobaye pour un sérum qui augmente l'intelligence quand il était enfant,
Mais bon, il fait avec, et il s'éloigne justement de la science pour rompre un peu avec ses parents. Quand, paf, la fatalité est une connasse, il connaît un accident alors qu'il rend visite à ses parents au laboratoire de Star Labs. Enfin, plus qu'un accident, c'est un parasite extraterrestre qui tue sa mère et s'occupe du joueur Victor façon kebab. Je veux dire, il y a un bout là, un autre là, bref, c'est plein de petits bouts. Son père, Silas, tente de le sauver à tout prix, mais voilà, en faisant ça, il enferme son garçon dans un corps à moitié robotique. Le voici devenu cyborg. Et là, c'est le drame. Non seulement il ne fait plus tourner les têtes, mais en plus il a plus de carrière sportive, et il a encore une fois été le cobaye de son père contre son gré. Bref, c'est pas cool, et Cyborg s'isole un peu de tout le monde. Heureusement qu'il rencontrera assez vite sur son chemin d'autres gens de son âge, à savoir les Teen Titans, et avec qui il va apprendre à se rouvrir aux autres, à s'accepter tel qu'il est, et même, qui sait, à pardonner aux autres. Cyborg, c'est un super personnage avec une backstory qui déchire, un chemin de super-héros tout tracé, des gadgets qui défoncent, et pendant plusieurs années, les années 80, c'est le feu. Et puis ses créateurs, Marv Wolfman et George Pérez, s'éloignent, et c'est un peu le dawa après. Durant l'histoire Titans Hunt, il perd la boule et erre un peu sans souvenir. Il se sacrifie pour sauver la Terre, puis il est recréé par une espèce de race technologique alien qui s'appelle les Technis. Voilà, c'est une race alien qui est née de l'union entre une planète machine et... Swamp Thing ? Qu'est-ce que tu foutais là ? Bah, je sais pas trop, c'était une période compliquée de ma vie pour tout dire. Bref, pour Cyborg, ça va le marquer et l'amener vraiment du côté des machines. Il va même changer de nom et s'appeler Cyberion. Bref, ce sera une plutôt longue période qui va s'achever avec un arc nommé The Technis Imperative et où Victor Stone récupérera un nouveau corps via un clone de son corps d'origine. Bon, donc Victor a récupéré un nouveau corps, c'est cool, et il peut quand même toujours continuer à devenir cyborg, en tout cas une version cyborg dorée en fait, en utilisant une armure qui datait de son époque où il s'appelait Cyberion, hein. Voilà. Mais voilà, on perd quand même beaucoup du côté tragique avec la perte initiale de son corps et tout ça. C'est pourquoi, en tentant d'arrêter le vilain nommé le Thinker, les scénaristes vont faire en sorte que son corps se l'aura paralysé en partie, ce qui du coup lui redonne son côté perte du corps, puisqu'il doit redevenir en partie mécanisé pour refonctionner. Et puis, Cyborg va rencontrer une jeune androïde qui s'appelle Indigo, sa foire, il sera fusionné brièvement avec Firestorm, il est plongé dans le coma pendant longtemps, quand il se réveille c'est la merde, c'est les Teen Titans. Bref, il a peu l'occasion de briller en tant que Cyborg. Du coup, quand les New 52 décident en fait de faire de Cyborg un personnage de grande envergure, je suis heureux et content. Sauf que, il connaît plus les Teen Titans, son origine elle est rushée de ouf, et pire encore, elle est liée à celle des New Gods, les néo-dieux. Et Cyborg, il n'est pas de taille au niveau mythologique pour lutter avec les néo-dieux, qui est une création de Jack Kirby. Et donc du coup, pratiquement toutes ces histoires ne vont plus tourner autour de lui, mais autour des néo-dieux. Bref, c'est pour moi un beau gâchis sur ce qui aurait dû être un tremplin pour faire connaître le personnage. Actuellement, le perso retourne du côté de son succès initial, les Titans, et je peux que lui souhaiter de retrouver ses heures de gloire, après beaucoup d'années à essayer d'évoluer, sans grand succès malheureusement. Il aura toujours une place dans mon cœur, et à la 38e place de Stop. Numéro 37, Fire and Ice. Alors oui, je sais, c'est deux personnages. Mais clairement, même si les deux personnages n'ont pas été créés de concert et pour fonctionner ensemble, c'est comme ça qui marche le mieux. On voit très rarement l'une sans l'autre, et si une a plus d'apparitions, c'est uniquement parce que pendant un moment, l'autre était morte. Et même dans ce cas, l'autre personnage est sans cesse cité, on voit des versions alternatives du multivers de l'autre, bref, les deux fonctionnent ensemble. Comme la cape et l'épée chez Marvel, ou Hawk and Dove, le faucon et la colombe, chez DC. Donc impossible de les séparer. Si on les aime, c'est ensemble. Donc elles se partagent la place, c'est comme ça. On va essayer de s'en sortir en essayant de rester dans un ordre chronologique pour les présenter. Bon, au début, Fire and Ice, c'est des personnages de background, des personnages de fond qui servent d'excuse pour nous montrer qu'il y a aussi des super pouvoirs en dehors de l'Amérique. La première créée, c'est Fire, dans un comics qui n'est pas canon. Puisque en fait c'est lié au dessin animé Super Friends, un truc encore un peu culte aux États-Unis, mais pas vraiment par chez nous, parce que la VF et le style d'animation, soyons francs.
Tiens, prends ça! Tu ne t'en tireras pas comme ça, batte-nouille! Oh, tu es beaucoup trop puissant pour moi, je n'ai plus aucune force contre toi! Je m'avoue vaincu, je t'en prie, pitié! Jamais! Bref, dans une histoire où la Ligue de Justice est contrôlée par un vilain marionnettiste, la Ligue est envoyée attaquer différents pays, et dans chacun de ces pays, il y a des super-héros locaux qui les arrêtent. Par exemple, Wonder Woman, elle est arrêtée par Nubia, Aquaman, il est arrêté par Mera, et Aqualad, et Superman par Green Fury, héroïne du Brésil au pouvoir apparent de feu. Bon, du feu vert. Hein. Et elle a le droit à 2 pages où Superman là-bas, et c'est tout. C'est sa première apparition. Mais elle va réapparaître, hein. On va créer un groupe de super-héros du monde entier qui s'appelle les Global Guardians, donc les gardiens globaux, voilà. Et elle va même avoir un numéro centré sur elle, c'est le dernier numéro de la série, hein, c'est le numéro 47, où elle doit combattre des ennemis très nombreux dans la forêt amazonienne, et elle appelle la Ligue à la rescousse, enfin les Super Friends. Et à l'époque, ses pouvoirs sont des dérivés du mysticisme brésilien, hein, jamais très bien expliqué. Hein. Mais du coup, elle est très utile en tant que personnage brésilien reconnu, donc on l'intègre à la vraie continuité. DC, d'ailleurs, on va intégrer un peu tous les Global Guardians en 1982. Dans cette organisation existent donc de nombreux super-héros, dont Seraph, Jack O'Lantern, et un personnage au pouvoir de glace qui s'appelle Ice Maiden. Mais ce n'est pas encore la Ice qui nous intéresse, non, c'est juste une Norvégienne lambda sur qui la Norvège a fait des expériences, et qui s'appelle Sigrid Nansen. Mais voilà, hein, on a Crisis on Infinite Earths, et l'intrigue suivante qui s'appelle Legends, qui va en fait un peu tout changer. Déjà, Sigrid, elle va bien se faire bouillave la tête, et du coup, elle va quitter le métier de super-héroïne. Et notre héroïne brésilienne, elle va passer du nom de Green Fury à Green Flamme. Puis, une autre héroïne à pouvoir de glace va arriver dans l'équipe, et oui, là, c'est bon, on y est, nos 2 héroïnes se sont rencontrées. Mais les personnages sont tellement tertiaires que c'est même pas raconté, on le découvrira plus tard dans un numéro de Secret Origins, le numéro 33. Et c'est aussi pour ça que je vous ai même pas parlé de leur nom et tout ça, parce qu'en fait, on a eu beaucoup d'informations sur elles sur le tard. Fire, ou Green Flame, encore pour le moment, est une brésilienne qui s'appelle Beatriz Bonilla da Costa, une femme qui a commencé par avoir une carrière assez amatrice dans la mode, et de modèle photo, de danseuse, de cabaret, tout ça, et donc qui sait assez bien user de ses charmes, mais qui sait pas fermer sa gueule. Du coup, elle s'est faite virer, et elle s'est retrouvée finalement à être une espionne au service du gouvernement brésilien, un rôle qu'elle jouera pendant plusieurs années, jusqu'à ce que pendant une mission, elle soit prise dans une explosion, je cite, pyroplasmique, et gagne le pouvoir de faire des gerbes de feu de 8 mètres, et du coup, elle est devenue une membre des Global Guardians. Ice, ou la deuxième Ice Maiden, comme on l'appelle à ses débuts, a des origines encore plus bizarres que la top modèle, puis espionne, puis super-héroïne. De son vrai nom, Thora Olafsdottir, elle vient d'une tribu d'êtres spéciaux qui vivent au fin fond de la Norvège, c'est des sortes de vikings magiques qui maîtrisent la glace. Et donc du coup, comme ils sont découverts par des scientifiques, elle va réussir à obtenir la permission de son père, en fait, de pouvoir découvrir le monde des êtres à corps chaud, comme elle les appelle, et devient donc membre des Global Guardians, où elle devient très amie avec Beatriz da Costa. Seulement, les Global Guardians, ils sont fermés. Parce que du coup, c'est la nouvelle version de la Justice League internationale, qui va récupérer les fonds monétaires des Nations Unies, en fait, pour les faire fonctionner. Et donc du coup, comme c'est une version internationale et que Black Canary elle vient de claquer la porte, on va venir les chercher pour rentrer dans l'équipe. Seulement elle. Parce que c'est les seuls à avoir osé demander. Bien sûr, c'est Béatrice qui a demandé. Hein. C'est elle, la grande gueule. C'est bien sûr, comme beaucoup de monde dans les pages de la Justice League internationale, que je les ai rencontrés et de suite appréciés, en fait. Et c'est dans ces pages que Thora décidera de raccourcir son nom d'héroïne en Ice, et que donc du coup, pour accompagner son amie, Béatrice se fera désormais appeler Fire. Les 2 amies au caractère opposé, la douce et timide Thora alliée à la passionnée et irascible Béatrice, c'est bien simple, je les adore. Leur duo est hyper touchant, très classique, le feu, la glace, mais ça n'empêche pas, ça marche super bien. Il y a une relation assez touchante entre les deux, Fire qui agit en sorte de grande sœur envers une Ice qui ne connaît pas très bien le monde, puisque jusqu'ici enfermée dans son clan. A l'inverse, quand Fire s'emporte, mais s'emporte violemment, c'est Fire, c'est toujours Ice qui lui permet de remettre les pieds sur terre. Les deux sont complémentaires de superbe façon. Elles vont chacune devenir plus compétentes, les pouvoirs de Fire qui vont augmenter lors du crossover Invasion et qui font qu'elle retrouve les niveaux de ses apparitions dans Super Friends, où elle peut par exemple s'entourer de flammes,
Et Ice et Fire seront notamment entraînés au combat et à l'évasion par les néo-dieux Big Barda et Mister Miracle. Excusez du peu. Et tout en restant les meilleurs amis du monde, elle s'adapte aussi aux autres membres de l'équipe. Tout particulièrement amie avec le duo masculin de l'équipe, les turbulents Blue Beetle et Booster Gold, toujours prêts à faire des blagues assez potaches. Et Ice notamment va commencer une relation amoureuse tumultueuse avec un autre membre de l'équipe, le Green Lantern Guy Gardner, dont la subtilité n'est pas le fort. Mais voilà, Thora, quand elle le découvre, c'est pendant un moment où Guy en fait a pris un coup sur la tête et il jouera pendant de nombreux numéros quelqu'un de doux et de gentil, parce que sa personnalité a été changée par le choc. Et quand Guy récupère sa vraie identité pendant un combat contre Lobo, ce sera un choc pour Thora, mais bon gré mal gré, ils resteront ensemble, car Guy a vraiment des sentiments pour elle, et essaye, mais ne sait pas du tout comment s'y prendre, parce que c'est Guy Gardner. Et Fire, bien sûr, elle déteste leur relation. Mais voilà, c'est les années 90 et la comédie, c'est plus trop à la mode, même la comédie d'aventure. Et donc on a une grosse bébête kryptonienne qui s'appelle Doomsday qui vient tuer Superman, et forcément la Ligue de Justice s'est interposée. Et une grosse partie s'est fait péter sa mouille. Fire a tellement utilisé ses pouvoirs qu'elle les a temporairement perdus, et Ice est une des rares à être encore debout après le combat. Ah, et Superman est mort. Et Ice, qui avait un début de petit crush sur lui, parce que il agissait un peu comme le gars qu'elle avait rencontré au tout début, elle le vit un peu mal. Et pour se remonter le moral, elle va retourner un temps dans sa tribu. Tandis que Fire reste tant bien que mal dans la Ligue, même sans pouvoir. Et papa Olaf's Daughter, il voudrait bien filer le royaume à sa fille, qui vient tout juste de revenir, et la faire reine. Mais ça plaît pas du tout à son frère Evald, qui lui se verrait bien roi, et ça lance tout un arc qui réunira toute la Justice League à nouveau, et où à la fin de tout ça, avec en plus on a le vilain Overmaster qui vient foutre le bordel, et bien à la fin de tout ça, Ice, elle meurt. Alors c'est une intrigue plutôt décriée, l'auteur Mark Waid lui-même dira que c'est une erreur, mais voilà, le mal est fait, Ice est morte. Le premier qui a pensé refroidi, attention. Fire en sera bien sûr dévasté, rentre dans une période de culpabilité intense et de comportement presque destructeur, c'est la culpabilité de la survivante. Mais elle sera pas la seule, puisque Guy Gardner aussi, en fait. Et Fire découvre que l'amour, en fait, entre Ice et Guy était en fait assez sincère, et bref, ils se réconfortent un peu l'un l'autre pendant un bref moment, rapprochés par leur deuil, et la nature humaine. Et bizarrement, ce sera pas la seule fois dans Stop qu'on parlera de ce genre de réaction suite à la mort de quelqu'un. Mais voilà, cette relation ne durera pas, parce que les deux sont des têtes brûlées qui ont besoin de quelqu'un pour les calmer et les ancrer. Fire, elle va se retrouver en duo pendant un temps avec la première Ice Maiden qui revient, Sigrid Nansen, qui du coup va changer de nom et se faire appeler Glacier. Et bon bref, le deuil est encore beaucoup trop fort pour que le duo fonctionne. Béa voit parfois le fantôme de son ami Ice, et Glacier, elle a des sentiments, elle, pas du tout platoniques envers Béa. Bref, c'est très compliqué. Et surtout, la Justice League internationale est démantelée, et Fire, la membre qui a finalement été la plus présente dans cette équipe, se retrouve seule. Elle retourne au Brésil, elle essaye d'y être l'héroïne du péri, mais ça marche moyen. Elle rejoindra une tentative de relancer une équipe avec les anciens de la GLE, dans l'équipe des Super Buddies, mais ça durera pas. Et d'ailleurs, pendant une aventure des Super Buddies, en fait, l'équipe descend aux enfers et aura l'occasion, comme dans le mythe d'Orphée et d'Eurydice, de pouvoir ressusciter Thora si personne ne se retourne pendant le voyage retour. C'est une épreuve très dure pour Fire comme pour Guy Gardner, mais Fire, elle est obligée de se retourner à un moment pour voir l'esprit tout simplement de son ami se dissoudre sous ses yeux. Et en plus, on venait tout juste de lui dire que si quelqu'un était destiné à mourir en fait pendant l'arc de la Justice League, c'était Fire, et c'était pas du tout Ice. Pourquoi ça pique comme ça, là ? Bref, Fire décide de redevenir finalement une espionne et intègre l'organisation Checkmate. Et sera même poussée à pas mal d'extrêmes, comme faire des assassinats, des coups d'état, bref. Sans son encre, Ice sombre petit à petit. Et là, miracle, dans les pages de la série Birds of Prey, Ice s'est finalement retrouvée vivante. Elle est perdue, déboussolée et prompte à la violence, très clairement. Mais la mention de Guy Gardner, puis ses retrouvailles avec Fire dans les locaux de Checkmate, vont la remettre d'aplomb. La romance avec Guy, en fait, va jamais vraiment reprendre, parce que Ice préfère prendre son temps histoire de se remettre avec l'aide de Fire. On les voit souvent dans des events comme la guerre du corps de Sinestro ou encore Blackest Night, où le fait que Ice elle était morte, ça va pousser les anneaux noirs de la mort à vouloir la contrôler.
Leur dernière grande contribution à l'univers DC, ce sera la sympathique série Justice League Generation Lost, où l'ancienne Justice League internationale combattra une immense conspiration dans l'ombre, sans jamais être crue des plus grands héros, comme par exemple la menace de leur ancien boss, Maxwell Lord. La remise à zéro des New 52 leur donnera un rôle très mineur pendant les premiers mois de cette époque, dans une relance du titre Justice League International, mais finalement rien d'autre après. Jusqu'à il y a très peu de temps, avec le bon titre The Human Target de Tom King, et une mini-série qui sont centrées sur L2, Fire and Ice, où en fait elles sont punies entre guillemets par Superman et doivent passer un temps à Smallville. C'est une mini-série malheureusement décevante. Parce que j'adore les personnages. J'adore leur personnalité, leur amitié qui survit à l'honnêteté la plus totale entre toutes les deux, à la complémentarité de leur caractère, à juste ces deux amies souvent trop petites pour ce monde de super-héros, mais on s'en fout parce qu'à deux on est plus fortes et ils vont bien voir ce qu'ils vont voir les autres. Car Fire and Ice s'entraide à la 37e place de Stop. Numéro 36, Raven. Raven, c'est un super personnage. Bon, déjà, j'adore la magie pour les personnages de toute façon, hein, vous alliez le remarquer à un moment ou un autre dans Stop. Raven, c'est un personnage créé en 1980 par Marv Wolfman et George Perez pour être LE personnage magique de la nouvelle version des Teen Titans. Oui, encore du Titan, je sais, voilà. Hein. Mais il n'y a pas que ça pour elle, hein. Elle a aussi beaucoup d'imagerie gothique. Et moi, l'imagerie gothique, je suis toujours un client. Hein. Et Raven, elle assure niveau gothiquerie. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle a plu à ses créateurs, par le visuel. Travaillant sur la nouvelle version de l'équipe des Titans, en fait, Len Wein demande de rajouter un personnage féminin mystique. Marv Wolfman est vraiment pas très fan de l'idée, jusqu'à ce qu'il voit le premier dessin de George Perez, et là il a adoré le personnage, alors que c'est pas un très grand fan des personnages magiques. Et du coup, Raven prend plus d'importance, devient le personnage qui va assembler cette nouvelle version des Teen Titans, afin de la sauver de ses origines. Parce que oui, Raven a principalement des origines. Elle est la fille d'une mère humaine, Arella, et d'un démon, Trigon, ou Trigon, ça dépend comment on prononce. Mais elle a pu grandir loin de toutes ses influences dans une cité qui existe dans une autre dimension qui s'appelle Azarat, sous le tutelage de la déesse Azar. Oui, la magie, tout ça. Mais voilà, Raven, quand elle apprend ses origines, et surtout, en fait, elle sent que son père approche pour l'amener du côté obscur, et c'est pas les disciples d'Azar, adeptes du laisser-faire, qui vont pouvoir changer quelque chose à ça. Elle va donc chercher des héros pour se protéger, et après avoir été envoyée bouler par la Justice League qui la croit pas trop, elle décide de créer sa propre équipe, et sélectionne donc des membres des futurs Teen Titans, et les force un peu au début à travailler ensemble, afin d'aller tataner le vilain Trigon. Et c'est une super origine. Malheureusement, comme pas mal de personnages créés pour spécifiquement être dans les Titans, elle a du mal à sortir de ses origines, et beaucoup de ses histoires tournent finalement autour de ça. Ce que je trouve un peu bof, parce que j'aimerais bien un peu plus d'originalité finalement. Parce que le personnage est cool, son pouvoir c'est d'être une empathe, un nom créé sur la base du mot empathie, et qui signifie qu'elle peut sentir les sentiments et états des gens, et les sortir en fait des personnes. Ce qui est bien quand tu peux retirer la maladie et la douleur, mais moins bien quand ça retire l'estime de soi ou le bien-être. Parce que Raven doit toujours être à double tranchant entre le bien et le mal, sur une fine ligne, parce que Papou ça reste un démon quoi. Ce pouvoir d'empathe, elle le doit à son éducation dans la ville d'Azarat, mais les pouvoirs de Papou sont aussi en elle, ce qui fait qu'elle a droit à de la projection astrale, à de la téléportation, de la manipulation des ombres, un peu de télékinésie, parce que pourquoi pas, elle a beaucoup de choses. Malheureusement, elle ne peut pas puiser dans les pouvoirs de Papou trop, parce que sinon elle s'ouvre à son côté maléfique, et c'est arrivé fréquemment qu'ils prennent le contrôle. Et alors, c'est cool, parce que ça donne une bonne histoire. Une fois. Après, c'est redondant, et malheureusement, le plot de Raven sous influence papounesque a été fait trop de fois pour être vraiment marquant, et ça lui a fait perdre pas mal de points au final dans ce top. On a le Trigon qui veut la contrôler, Brother Blood, les âmes perdues d'Azarat, Wild... Bref, le nombre de personnes qui veulent contrôler Raven, elle est longue comme mon bras, et mon autre bras. Mais j'aime toujours bien le personnage, même quand elle la transforme en adolescente gothique lambda dans son look civil. Encore que si les années 2000 pouvaient garder leur string qui dépasse, ce serait bien. Ça passe pas ouf sur un personnage qui a passé autant de temps à cacher même son visage. La version adolescente depuis Rebirth, c'est par contre très sympathique, après une période New 52 très bresson, on pourrait dire. Surtout vestimentairement.
Et malgré ses errements, eh bien Raven veille toujours de loin, grâce à sa forme astrale, sur la 36e place de Stop. Numéro 35, Zatanna. Zatanna, c'est sans doute l'un des personnages magiques de DC le plus connu, voire même, peut-être même le plus connu actuellement, Zatanna. C'est une vraie possibilité. C'est un personnage à héritage, Zatanna, c'est un legacy character, comme on dit. C'est la fille d'un magicien qui s'appelle Giovanni Zatara, mais en général on dit juste Zatara. C'était un magicien qui faisait des shows sur scène, mais qui avait aussi des pouvoirs magiques et qui utilisait parfois, mais pas toujours, des sorts dits à l'envers. Il est apparu en même temps que Superman dans le numéro 1 d'Action Comics, mais n'a pas connu la même popularité. Zatara, à la base, c'est une variation d'un personnage d'un autre créateur, Lee Falk, qui a inventé en 1934 Mandrake le magicien, soit sensiblement quand même le même personnage que Zatara, on va pas se le cacher. Est-ce que c'est pour ça que dans le renouveau de l'univers DC dans les années 60, on a préféré recréer un autre personnage plutôt que de juste reprendre Zatara? Peut-être. En tout cas, dans le numéro 4 d'Hawkman en 1964, apparaît subitement Zatanna, la fille de Zatara, dont on apprend que, lui, il a disparu. Le personnage de Zatanna suit la mode vestimentaire des magiciens de scène, tout comme son père avant elle, et elle apparaît comme assez enjouée, malgré sa perte apparemment récente, et fait des beaux tours de magie. Parce que oui, mince, c'est cool la magie, et je kiffe les personnages magiques, et voilà. Parce que Zatanna, c'est pratiquement l'un des seuls personnages magiques de cette époque chez DC. En général, l'heure est à la science-fiction, mais Zatanna, elle est magique. Et le but de Zatanna, à la base, c'est de retrouver son père, ce qui va donner pas mal d'apparitions dans d'autres titres, où Zatanna est accompagnée d'autres héros pour tenter de retrouver Zatara. Voilà, une recherche qui lui fait rencontrer Batman et Robin, The Atom, Green Lantern, et qui va se terminer avec l'ensemble de la Justice League dans le numéro 51 du titre, et la réunion / rencontre, c'est compliqué, entre le père et la fille. Nous sommes en 1967 et nous avons eu droit à une histoire certes très mal définie et un peu vague, mais quand même une histoire continue sur de nombreux titres, presque un arc à part entière, et c'est clairement pas la norme chez DC, donc bon, c'est à noter. Le personnage apparaît un petit peu ensuite dans des courtes histoires dans le titre Adventure Comics et aussi dans la courte série Supergirl, ce qui a donné des histoires franchement étonnantes comme celle où Supergirl et Zatanna sont rivales pour sauver la même personne et où chacune semble espérer que le mec qu'elles essayent de sauver il soit célibataire. Ouch, l'écriture des personnages féminins dans les années 60, c'est toujours quelque chose. Heureusement, Zatanna va plutôt se retrouver à aider la Justice League dans quelques histoires de 1971 à 1974, et va carrément devenir un membre à part entière de la Ligue en 1978 dans le numéro 161. Et avec ce positionnement plus super-héroïque, vient du coup un changement de costume. Costume noir, cape rouge et longue queue de cheval, on cherche clairement à faire de Zatanna une héroïne de premier plan. On redonne son origine, et on sort un ennemi qu'elle n'a vu qu'une fois pour en faire une sorte de Némésis, le sorcier de Is. Et comme la recherche de son père avait plutôt bien marché, et que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes et les meilleures histoires, et bien Zatanna va assez vite avoir tout un arc qui consiste à aller chercher sa mère, Sindela. On va finir par la retrouver en Turquie, et c'est là que Zatanna va découvrir qu'elle est une Homo Magi, une race humaine capable d'utiliser la magie avec énormément de facilité, une race humaine qui a engendré par la suite les Atlantes, et c'est pour ça qu'on parle souvent de magie également dans les titres Aquaman et assimilés. Parce que les Atlantes, ils sont magiques, c'est DC. Zatanna va donc faire partie de nombre d'histoires crossover avec les différentes terres de par son appartenance à la Justice League, et à ses pouvoirs élevés. Pouvoirs peut-être d'ailleurs un peu trop élevés, d'ailleurs pour un titre d'équipe, et on va en fait baisser sa puissance. Maintenant, elle maîtrise plus que les 4 éléments que sont l'air, le feu, la terre et l'eau. Ah, et elle va avoir aussi encore un nouveau costume, avec un rappel de son premier costume, mais aussi cet horrible couvre-chef rouge. Bref, pas fan, vous comprendrez. On la retrouve aussi dans d'autres titres pour aider à des tâches magiques, avec Batman ou Superman. Par exemple, le Kryptonien, il va chercher à analyser sa faiblesse à la magie, par exemple. Elle partira du titre Justice League et aura droit à une courte série d'histoires backup dans World Finest Comics, où on va lui rendre ses capacités magiques pleines et entières en 1982. Et elle en aura bien besoin parce qu'en 1986, dans le titre Swamp Thing, une partie des magiciens va devoir participer à leur façon à la grande crise, Crisis on Infinite Earth, en combattant The Great Darkness. C'est à la demande de John Constantine que certains des plus grands sorciers vont s'attabler pour permettre à d'autres de combattre, et certains sorciers vont mourir, comme le Grand Sargon et Zatara,
le père de Zatanna, qui absorbe le sort qui aurait dû tuer sa fille et disparaît comme un grand. De là naîtra une certaine inimitié avec John Constantine, qui aura des départs différents avec le temps, mais ce sera toujours un peu compliqué entre les deux. Dans les années 90, Zatanna va vraiment laisser de côté son côté super-héroïne, et va plus vraiment s'accrocher du côté magique, que ce soit avec les premiers titres qui lui sont dédiés, où la magicienne explore son héritage du côté de sa mère, ou encore sous la plume de Neil Gaiman dans The Books of Magic, où elle aide le futur grand magicien Timothy Hunter à atteindre son plein potentiel. Les années 2000, elles, vont la ramener du côté de Justice League de la Force, avec d'abord la disparition de la Ligue dans le passé pour retrouver Aquaman, ce qui fait qu'on va rappeler tous les anciens pour assurer l'intérim. Puis enfin un retcon du passé de Zatanna qui va lui faire bien mal, puisqu'on va expliquer qu'elle a plusieurs fois utilisé sa magie pour effacer les esprits de certains vilains dans Identity Crisis. Cela va refroidir pendant plusieurs années son amitié avec Batman, puisqu'elle lui a aussi effacé l'esprit, et va carrément en faire la cible de Catwoman, puisqu'on va carrément nous dire que si Catwoman cherchait à aller du côté du bien, c'est parce que Zatanna avait utilisé ses pouvoirs pour faire cela, et pas du tout parce que le personnage peut avoir de la rédemption. Non mais vous, attendez, du développement de personnage? Non mais vous vous croyez pour qui? Bref, le personnage de Zatanna est bien sali, et Grant Morrison va donc l'utiliser dans son projet des Seven Soldiers of Victory, avec l'optique de lui rendre en fait de l'éclat et de la montrer rongée par la culpabilité au point de ne plus réussir à faire de la magie, mais va lui permettre une fois de plus de revoir son défunt père et pour lui redonner la confiance et finalement sauver le purin de monde. Vas-y, you go girl! Bref, Zatanna va finir par passer la fin des années 2000 là aussi entre les titres Batman, la Justice League et les titres magiques. Les New 52 vont plutôt la pousser du côté magique avec le titre Justice League Dark, une évolution du concept du Shadow Pact mais plus vendeur parce qu'il y a marqué Justice League dedans. Elle continue à avoir quelques passages avec Batman mais assez peu depuis. Constantine étant plus marqué comme son potentiel love interest, / c'est compliqué. Parce que Zatanna, et ça c'est un truc que j'apprécie peu, se retrouve dans les histoires de cœur de beaucoup de monde. Redconnée comme la fille d'enfance de Batman, elle ne devient pas sa chérie juste parce qu'elle sait qu'il est trop concentré sur Batman pour pouvoir en faire un vrai partenaire comme elle le souhaiterait, mais elle a été aussi avec le Dr. 13, John Constantine, avec qui elle a fait, je cite, des séances tantriques, merci Alan Moore, toujours classe. Dans la Justice League des années 70-80, elle a flirté avec Barry Allen, parce que Barry il pensait que sa compagne Iris elle était morte, et je compte pas les univers alternatifs, où ça va d'Etrigan le démon au fils du sorcier Félix Faust. Le problème c'est qu'en général dans ces relations, c'est le personnage féminin qui passe à l'as, et souvent Zatanna a failli perdre bien plus dans ces histoires qu'à y gagner. Et finalement il n'y a que ces dernières années, avec sa relation avec Constantine, que ça a été plutôt bien traité. À part ça, les histoires d'effacement d'esprit et certains costumes que je n'aime vraiment pas, Zatanna c'est un super personnage, souvent lié à des histoires d'origine tant paternelle que maternelle, et qui a ce gimmick génial de lancer ses sorts en le disant tout simplement à l'envers, et ça elle le tient de son papa et d'Action Comics numéro 1, et c'est beau. Elle a un super manoir qui s'appelle Shadowcrest, elle a le talisman d'Atlantis et un super look auquel elle revient fréquemment, malgré les changements parce qu'il est super iconique. Personnage capable d'être tant au second plan qu'au premier plan, elle fait vivre l'univers DC et est un représentant puissant du penchant magique à l'éditeur. En plus, elle a un gimmick vocal et vous savez que j'adore ça. Et donc, fortement, elle se évotort elle se trouve à la place 35 de Stop. Numéro 34, spoiler, Stephanie Brown. Stephanie Brown est un cas particulier de personnage qui a changé plusieurs fois d'identité. Des identités incroyablement plus vendeuses marketingement, mais qui est revenue à celle qu'elle s'est elle-même inventée en premier lieu, spoiler. Mais avant de se lancer sur les différents rebrandings du personnage, commençons par ses débuts. Elle est apparue en 1992 dans le numéro 647 de Detective Comics en tant que son identité secrète spoiler et Stephanie Brown, quelqu'un qui semble bien pressé de poster une lettre à un certain commissaire Gordon. Car voyez-vous, Stephanie n'est nulle autre que la fille d'un super vilain de bas étage, Cluemaster ou le maître des indices. Celui-ci se fait passer pour repenti mais a recommencé à opérer ses crimes en secret. Et donc sa fille, qui a découvert le poteau rose, cherche à le dénoncer auprès de la police, mais en tant que justicière amatrice en costume violet et noir, spoiler. Au début, c'est un personnage créé seulement pour cette histoire, qui a pour but de spoil, de gâcher les plans de son père. Mais voilà, les fans l'ont bien aimé, et notamment sa rencontre musclée avec Tim Drake, qu'elle a quand même attaqué à coups de briques, c'est quand même pas mal. Et c'est pas moi qui vais me plaindre des briques, je veux dire, regardez le décor de cette vidéo. Du coup, quand l'année d'après, Chuck Dixon met en avant Tim Drake dans la toute première mini-série Robin jamais publiée,
Eh bien, il fait du personnage de spoiler un personnage mi-adversaire, mi-potentielle amoureuse. Elle commence alors à devenir une héroïne de plein droit, en dehors de juste quand son père fait des siennes, et fait même des patrouilles dans Gotham à bord de sa vieille moto. Mais la relation entre elle et Tim Drake, le troisième Robin, ne sera pas de suite. Déjà, Tim, à l'époque, est en couple avec une autre fille, Ariana Zerchenko. Mais cette relation ne durera pas, et Tim se rendra compte de ses sentiments envers Stephanie, et veut donc commencer à sortir avec elle. Nous sommes un peu après l'époque du tremblement de terre qui a secoué Gotham, et alors que leur relation est naissante, Stephanie se rend compte qu'elle est enceinte de son précédent petit ami, qui a fui Gotham pendant la période du No Man's Land, qui a suivi le tremblement de terre. Et Tim va être un bon petit ami supportif, va l'aider à se préparer à l'accouchement dans les premiers mois, et va être présent le jour de l'accouchement, et va même l'aider quand Stephanie, qui ne se juge pas assez mature pour élever l'enfant, va le laisser à un orphelinat. Mais malgré tout ça, Tim n'a toujours pas révélé son identité secrète à Stephanie, parce que Papa Batman l'interdit, et aussi parce que ça permet du bon drama. Ainsi, leur couple va battre de l'aile avec une relation à longue distance à cause des études de Tim et de cette cachotterie finalement très grande. Tim Drake lui dira finalement son identité secrète, ce qui va créer une brouille entre le Robin titulaire et Batman. Et du coup, le Chevalier Noir en profite pour entraîner Spoiler, avec l'aide aussi d'Oracle, Batgirl et les Birds of Prey. C'est ainsi que Steph rencontre sa meilleure amie, la Batgirl de l'époque, Cassandra Cain, un personnage dont nous parlerons plus tard dans Stop, figurez-vous. Mais en tout cas, elles vont assez bien vite s'entendre avec Stephanie, qui apparaît comme la figure un peu plus comique du duo, devant la perfection de Cassandra. Un peu la Fantasio, finalement, de ce duo. Comme le père de Tim Drake a découvert que ce dernier était Robin, et lui interdit finalement de l'être, Batman va, un peu sans rien dire, décider de prendre Spoiler sous son aile et d'en faire la nouvelle Robin. Un move qui va bien plaire au lectorat, qui aime beaucoup le personnage de Stephanie. Mais il se trouve que les éditeurs ils avaient une autre idée en tête en faisant ça. Parce que cette promotion, ça n'avait pour but que de la tuer dans la série Batman War Games. Une idée bien naze du coup, et qui va être encore moins bien acceptée quand rien n'est fait par la suite pour mettre en avant son rôle de Robin. Pas de mémorial dans la Batcave à la Jason Todd, pas de mention à rien. Nous sommes en 2004 et Stephanie est morte, au chagrin des lecteurs qui vont beaucoup en discuter, et à la joie des scénaristes et des dessinateurs qui, eux, ne voulaient pas tuer le personnage. On aura le droit à des apparitions posthumes du perso, notamment en tant que Spectre dans les séries Batgirl, mais en fait, surprise, 4 ans plus tard, elle est pas morte. Il est révélé que Leslie Tompkins en avait marre de voir des enfants mourir à cause de Batman, et a fait semblant de la faire mourir pour lui offrir une porte de sortie. Mais voilà, Stephanie c'est justicière qu'elle veut faire, donc elle redevient donc Spoiler dès 2008 et rejoint la Bat-famille. Bon, je vous fais grâce de tous les dramas, mais il y en a plein et ils sont excellents, mais voilà, à un moment Bruce Wayne était supposé être mort. Grant Morrison, Batman R.I.P., tout ça. Et bref, ça a fortement dégoûté Cassandra Cain, la Batgirl titulaire, et elle va lâcher le costume qu'elle donne à sa meilleure amie, qu'elle juge digne, Stephanie Brown. Et ça va donner un très bon run où Stephanie devient une très bonne Batgirl. Mais bon, vous commencez à connaître la chanson, les New 52 ont cassé beaucoup de développement de personnages, et ce, même chez Batman. Ainsi, Stephanie va réapparaître en 2014 seulement, et sous l'identité de Spoiler. Elle va assez peu apparaître et n'est que l'ombre d'elle-même, et aucun de ses développements n'est gardé, elle recommence en tant que simple fille de vilain. Elle ne deviendra Spoiler qu'au bout d'une quinzaine de numéros, contrairement au fait que c'était immédiat dans son apparition d'origine. Bref, petit à petit, via Batman et Robin Eternal, Detective Comics, où elle fera partie d'une équipe montée par Batman et Batwoman, et finalement Batgirls, un titre où elle est en duo avec son amie de toujours Cassandra Cain, qui a aussi connu un parcours compliqué dans les New 52. Stephanie est revenue en bon état grâce aux soins des auteurs et à la demande des lecteurs, et aussi la disparition de certaines demandes éditoriales qui ne l'aimaient tout simplement pas comme personnage. Stephanie, c'est un personnage assez attachant, quelqu'un d'assez normal, qui souhaite juste être une héroïne, et qui ne le souhaiterait pas dans l'univers DC en fait. Et c'est pour ça, pour son évolution et d'excellents moments de lecture, que Spoiler reste à la 34e place de Stop, et dans mon petit cœur de lecteur. Et voilà, c'est la fin de cette deuxième partie du top 52 des héros et héroïnes DC, j'espère que vous appréciez toujours, voilà. Moi je vais continuer tout simplement ce petit top, donc on se retrouve très bientôt pour la troisième partie, et puis bon courage si vous êtes toujours au boulot, profitez-en si vous êtes en vacances, et surtout prenez soin de vous. C'était SN Parod, à vous les studios.